Bonjour et bienvenue à vous. Alors, vous êtes bien dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes mercredi, fin de semaine. Nous allons parler aujourd'hui donc de l'évolution du couple à travers le temps. Le couple en Algérie et dans le monde aussi a connu des mutations au fil de l'histoire. Il s'agit donc de savoir et surtout de garder dans l'esprit comment garder l'harmonie du couple tout en sachant que les transformations de la société sont permanentes. Donc on l'aura bien compris, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des soucis, des problèmes, mais aussi des solutions. Donc c'est de cela que nous allons parler ce matin avec mes invités. Donc Amel Lahrache, bonjour. Donc vous êtes hypnothérapeute. Merci d'être là ce matin avec nous. Bonjour Mariam, merci. Je suis ravie de vous revoir. Merci, moi de même. Voilà, nous avons aussi donc Samia Soufi. Donc vous êtes psychothérapeute. J'ai eu peur de confondre entre les deux. Psychothérapeute. Donc merci d'être là ce matin avec nous. Merci à vous Mariam pour l'invitation. Merci. Et bien entendu, Wahida est toujours là avec nous. Oui. Bonjour Wahida. Bonjour Mariam. Tu nous parleras de quoi ce matin? Alors aujourd'hui, on va parler des activités qu'on peut faire en famille ou bien en couple, bien sûr. Très bien, super, merci Avec beaucoup. plaisir. Donc Amel, je commence par vous. Alors, comment se forme un couple et surtout, comment qu'on fait pour choisir son partenaire de vie? Ok, alors comment on fait pour choisir son partenaire de vie? Il y a déjà plusieurs approches. Vous avez en gros 4 approches. Il y a l'approche biologique qui dit qu'on va choisir un partenaire qui va nous permettre de, entre guillemets, de perpétuer l'espèce. Donc la femme va choisir un partenaire qui va assurer, qui va être responsable. L'homme va choisir une partenaire qui va, si vous voulez, faire que ses descendants soient viables en fait. La deuxième théorie, ou la deuxième approche, c'est l'approche sociale. C'est-à-dire qu'on va choisir quelqu'un qui va nous ressembler sur le plan social, qui va être un petit peu, entre guillemets, du même niveau à peu près. D'accord. Troisième théorie, c'est la théorie psychanalytique qui va dire que nous allons choisir quelqu'un en fonction de ce qu'on appelle la persona. La persona, c'est mon masque social. Nous avons tous un masque social, c'est normal, on vit en société. Donc je vais choisir quelqu'un que je peux présenter, que je peux montrer. Quelqu'un, comme on dit chez nous, je peux présenter à mes amis, à ma famille, et dans les deux sens, que ce soit homme ou femme. Et la quatrième approche, qui est la plus importante, c'est l'approche des blessures. C'est-à-dire que je vais choisir quelqu'un qui va être en quelque sorte un parent. Un parent, je vais choisir quelqu'un chez qui je peux exprimer mes blessures dans l'attente que cette personne va penser mes blessures. Est-ce que ce choix-là est plutôt inconscient que conscient? Alors, les 4 choix sont inconscients. Donc, cette première phase, c'est l'inconscient qui choisit. C'est-à-dire, c'est notre inconscient qui va choisir pour nous. Donc, on ne se rend pas compte. C'est ce qui fait qu'on va rentrer tout de suite dans ce qu'on appelle la première phase du couple. On parlera de ça, si vous voulez, tout à l'heure. La fameuse phase du couple romantique. Voilà. Cette phase où il y a les hormones, où il y a un petit peu... C'est parce que c'est l'inconscient, c'est le cerveau reptilien et le limbique qui ont choisi. Donc, c'est eux qui sont là un petit peu enflammés par rapport au choix du partenaire. Donc, le couple romantique, c'est un petit peu avant le mariage et un petit peu après? Ou juste au départ? C'est entre 6 mois et 2 ans. D'accord. C'est entre 6 mois et 2 ans que ça dure. Ce qu'on sait chez nous, mais c'est au départ, c'est notre inconscient. Pour la plupart des personnes, c'est notre inconscient qui choisit pour nous. D'accord. Donc le couple romantique, on a dit entre 6 mois et 2 ans. Donc Oui. pendant cette période-là, c'est un moment, on va dire, où on commence un petit peu à découvrir l'autre personne et prendre conscience. En fait, oui, c'est la première phase, parce qu'il y a plusieurs phases par lesquelles le couple va passer. La plupart des couples passent par toutes ces phases. Cette fameuse phase où c'est l'inconscient, le reptilien en nous et le limbique qui choisissent, c'est le couple romantique. Donc là, on est un petit peu dans cette euphorie, on a trouvé le partenaire idéal, à 2, on peut tout surmonter, tout est possible. Donc il y a non seulement un petit peu la biologie qui fait qu'il y a cette période particulière, il y a aussi... On est, entre guillemets, censé aussi rester en vie en tant qu'être humain. Donc, il y a un peu cette biologie, il y a aussi cette envie de donner suite, par des enfants, par exemple. Donc, c'est une jolie période où on est un petit peu déconnecté, on est un petit peu dans les nuages. Comme je vous ai dit, c'est entre 6 mois et 2 ans. Pourquoi 6 mois et 2 ans? On va dire un petit peu que les 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour une grossesse. Une grossesse et un allaitement. C'est-à-dire qu'un enfant né, ça met à peu près 2 ans. C'est pour ça que ça dure jusqu'à 2 ans pratiquement. Ça peut arriver jusqu'à 3 ans. D'accord. Donc une fois que l'enfant est là, est-ce qu'on peut dire que le couple commence, on va dire, un changement? Il y a un changement qui se fait. Donc on n'est plus 2, on est 3. Il y a une troisième personne qui est là. Oui, il y a une troisième. Ça influence sur le couple?
Oui, la présence d'un enfant influe sur le couple, mais aussi cette période de 6 mois à 2 ans, qui maintenant, on va dépasser cette période du couple romantique. On passe à la deuxième phase, qui est la phase du couple conflictuel. Alors, le couple conflictuel, c'est un couple qui se rend compte, en fait, les deux se rendent compte que finalement, l'autre n'est pas un protecteur, l'autre n'est pas un parent idéal, l'autre, il est ce qu'il est, et c'est-à-dire l'inconscient n'est plus là pour agir, là, je deviens consciente. On devient conscient que l'autre est complètement différent. Là, c'est le cerveau néocortex qui commence à travailler. Donc, il y a la vie de tous les jours, il y a les enfants. Donc, on est face à la réalité. On est face à la réalité, on pose les pieds sur terre, en fait. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la phase du couple conflictuel. Et c'est la phase la plus délicate dans l'évolution d'un couple. Donc, c'est une phase où vont naître les conflits. C'est une phase où on va un petit peu se séparer. On n'est plus dans cette fusion. Hein. Il peut y avoir aussi la communication va peut-être changer entre les deux, et on peut aussi tomber dans ce qu'on appelle où je fais des concessions, où j'en fais pas. Et si j'en fais pas, je rentre dans la phase où j'attaque, où je fuis. Et lorsqu'on fuit, en fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne. Mm-hmm. Les relations extra-conjugales, c'est aussi le divorce. Ça peut être le divorce à cette phase. Donc, qui mènera vers une rupture. Voilà. Donc, il y a deux possibilités. Ou on décide de travailler ensemble, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on s'est accompagné. Ou on peut le faire aussi ensemble, là, tous les deux. C'est pas obligé qu'on se fasse accompagner. Ou on va dans la phase où le côté plutôt fuite dans les deux sens. Et c'est pendant cette phase que l'accompagnement est intéressant. Et nécessaire. Et nécessaire. Donc, on reviendra tout à l'heure. Sur les phases, donc, si vous voilà, voulez. Non, on va continuer sur les phases. Oui. Plutôt parce que je voudrais qu'on laisse le conflit pour un peu plus tard, parce qu'on sait très bien que les sources de conflits sont nombreuses, internes, externes. Vraiment, on va dire que toutes sortes de problèmes peuvent arriver d'un peu partout pour un couple. Donc, pour un couple, quand on a réussi à passer cette phase qui est une phase très compliquée, donc la phase conflictuelle, une fois qu'elle est finie, vers quel couple on peut arriver? On arrive à la troisième phase qui est la phase du couple conscient. Alors, le couple conscient, c'est quoi? C'est bon, j'ai pris conscience que les problématiques que j'ai dans mon couple ne sont pas liées à l'autre. C'est pas l'autre qui est la cause, c'est peut-être mon histoire de vie à moi. J'ai pris conscience que j'avais des blessures, que je devais les soigner. Et je commence à soigner ces blessures. Je commence à me prendre en charge et faire un petit peu la différence entre l'autre et moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est mon histoire de vie aussi. Comme je vous ai dit, les blessures font partie des choses qui font qu'on choisit un partenaire. Donc cette phase du couple conscient, ça se calme. En fait, les conflits commencent à se calmer. On communique un peu mieux. On est un petit peu, si vous voulez, plus ouvert à l'autre et on considère l'autre comme un être entier. Et on arrive à voir l'enfant dans l'autre. C'est-à-dire quand j'ai mon partenaire en face de moi ou ma partenaire, j'arrive à voir l'enfant dedans elle ou dedans lui. Et une fois que cette phase est passée, donc on avance dans le soin des blessures, etc., on arrive à la quatrième phase qui est la phase du couple créateur. Donc le couple créateur, en fait, dans le couple créateur, la plupart de nos blessures sont soignées des deux côtés. Et là, on est un petit peu, si vous voulez, plus dans créer quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être des projets, j'accompagne mon partenaire, je l'amène à aller vers le haut, etc. Et la communication est encore beaucoup plus fluide. Et ici, dans cette phase, il se peut que l'amour puisse revenir. Revenir, tout à fait. La passion du départ, elle peut revenir. On peut retrouver ces sentiments de début, mais avec plus de maturité. Très bien. Et il y a une dernière phase. Donc la dernière phase qui est le couple divin. On reviendra, on le laissera celui-là comme conclusion pour la fin. Donc Semia Soufi, au quotidien, vous rencontrez beaucoup de couples qui sont face à des soucis qu'ils n'arrivent pas à résoudre eux-mêmes. Donc quels sont les problèmes et les conflits qui reviennent le plus souvent? Alors, déjà, la principale cause de conflit dans le couple, c'est la mauvaise communication ou le manque de communication. Ça, c'est la première cause qu'on voit souvent. Tout simplement parce que ça crée une incompréhension dans le couple. C'est-à-dire que les besoins ne s'expriment pas correctement, ne s'expriment pas du tout. Parfois même, le conjoint est poussé à deviner ce que l'autre a. Et le fait de ne pas pouvoir y répondre, ça crée de la frustration pour l'autre, des sentiments de tristesse, de colère, voire même. Il y a également dans la mauvaise communication
la manière de communiquer. Alors parfois, on a envie d'exprimer un besoin, parfois un besoin important, mais la manière de le faire n'est pas bonne. Et à ce moment-là, vous allez avoir une personne en face qui va s'arrêter à la forme et non pas au fond. Et là, à ce moment-là, c'est le conflit, c'est les paroles qui s'emballent, c'est les fortes émotions qui s'expriment, comme la colère. Après, il n'y a pas que le problème de communication dans le couple, il y en a d'autres également que l'on retrouve souvent, comme par exemple les conflits avec la belle famille. La belle famille, c'est un souci récurrent qui revient. Oui, tout à fait. Surtout dans notre société, c'est quelque chose qui est très présent, tout simplement parce que certaines familles sont un petit peu intrusifs dans la vie du couple. Elles se mêlent un petit peu de leur vie, décident un petit peu pour eux et ça crée de fortes tensions, ça déséquilibre aussi le couple. Il y a quelques années en arrière, c'était en fait tout à fait normal que la belle famille vienne essayer de trouver des solutions quand le couple a Tout à fait, le couple même avait recours à la famille pour régler les problèmes, mais de nos jours, on voit de moins en moins ça et parce que voilà, parfois c'est la source parce qu'en fait, du conflit. La famille a changé quand même depuis quelques décennies, la famille n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Tout à fait. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, le couple est beaucoup plus individualiste, c'est-à-dire qu'il fait sa petite vie un peu en dehors de la famille, préfère vivre seul, etc. Donc, en fait, c'est hommes et femmes aussi, ça faut le préciser. Ah oui, complètement. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils préfèrent vivre loin de leur famille. Tout à fait. Oui. Avant, ils vivaient tous en communauté, donc la belle famille était au courant des problèmes, des moindres petits détails. Exact. Mais quand on est en externe, je pense qu'on ne peut pas être objectif. On est un peu mené par ses émotions. En fait, c'est mené par ses émotions et quelque part, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, on prend légèrement parti, qu'on le veuille ou non, le cœur fait que son enfant, on ne peut pas faire autrement. Qu'on le veuille ou pas. Voilà. Exactement. Voilà. Un autre point qui revient souvent aussi, c'est l'éducation des enfants. Là aussi, il y a des conflits qui émergent quand on n'est pas d'accord sur la manière d'élever les enfants parce que chacun a eu une éducation différente de son côté et va inconsciemment essayer de la reproduire et voire même de l'imposer à l'autre. Et ça crée des conflits. Ça crée un vrai problème, effectivement. Après, il y a également aussi, quand les enfants arrivent, etc., il y a aussi le manque de moments de partage, le manque de moments à deux. Ça aussi, c'est des problèmes. Le fait que le quotidien, la routine, les enfants, font que ces moments sont de plus en plus rares. Et c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Et je pense qu'on verra ça avec vous après. Ça. Effectivement, donc avec elle, on verra comment essayer de trouver des moments à passer ensemble, en couple, en famille. En couple, d'accord. Oui, on regarde le reportage et on revient juste après. Moi, je pense qu'avant, il y avait plus de confiance et on croyait un peu au mariage. L'homme et la femme, elles étaient d'accord sur un peu le foyer, comment élever les enfants et comment voir un peu la vie sur le futur. Maintenant, ce qui a changé, pour moi, c'est un manque de culture, c'est un manque de croyance en Dieu et c'est un peu un manque de respect parfois pour l'un et l'autre. Il n'y a pas un peu l'accord, ils ne sont pas d'accord déjà, un peu sur la vie, sur comment ils vont fondre le foyer. Donc ça veut dire 2-3 mois, il y a une différence. Et après, ça veut dire qu'on demande un peu la séparation. Comme les couples d'avant, par rapport à aujourd'hui, qu'il y a une grande différence. Parce que là, كانت النية اللي تصنع العجائب. شوفي المرأة بكري كي كانت تروح كانت ترفد العجوزة ترفد الشيخ ولكن تصيب مجتمع. تصيب كما يقولوا مجتمع وين كانت الناقة والوفاء والصفاء. كانوا فاميليا هي تخلي يماها وتخلي باباها تصيب باباها لهيكا ويماها تروح ترفد وترفد الراجل. ولكن اليوم ما ولات دركاتيك انديبوندون ولات شويه صابوا اون سارتان ليبرتي هي سي فو لازم تعرف مالغري عندك ريسبونسابيلتي تاع راجلك وولادك سيرتو ولادك ما لازمش تنسايهم كاع. Avant c'était la sincérité, c'était la réalité. Maintenant c'est virtuel, c'est l'irréel, c'est le mensonge absolu. Parce que maintenant on raconte des feuilletons et après on se réveille, la réalité elle est en face. Tout ce qu'on racontait quand on était fiancés, c'est faux. Parce que c'est des feuilletons égyptiens qu'on n'aime pas en Algérie. Parce qu'en Algérie, normalement, on a notre culture, nos valeurs. On n'est ni occidentaux, ni orientaux. On est algériens.
ما كان بكري كانت النية كانوا سيريو كانوا فالا دركا ما ولاتش النية والعشرة دركا ما ولاش يتعاشروا باسكو العشرة عندها ناسها دونك بكري كانوا ناس يتعاشروا كانوا ناس يرفدوا بعضهم دركا ما ولاش يرفدوا بعضهم ما تعجبوش يروح جهة واحدة أخرى بكري كانت هي ترفدوه هو يرفدها دونك نية العشرة باسكو العشرة عندها ناسها. Voilà, donc c'était un sondage de Yasmine Belhidja. Voilà, ça va gérer. Yasmine Belhidja. On continue donc sur la source de conflits, sont nombreux, comme on a pu le voir dans le reportage, dans le sondage. Oui, tout à fait. On retrouve également le manque de considération. Et le manque de reconnaissance, ça aussi c'est un point qui revient parce qu'on a tendance à se focaliser que sur ce qui ne va pas et à ne pas forcément constater les efforts de l'autre. Les remercier aussi, les complimenter. On pense que c'est évident, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut aussi savoir faire l'effort de remercier son partenaire. Un autre point aussi qui revient très souvent, c'est la répartition des tâches ménagères. Qui ne sont pas vraiment justes. Voilà, ça aussi c'est un conflit quotidien qui revient souvent et parfois qui devient un gros conflit dans le couple. C'est un conflit qui est, on va dire, qui est récent parce que si on prend les familles il y a quelques dizaines d'années en arrière, la femme était une femme au foyer. C'est vrai que son travail était clair, les tâches de l'époux aussi étaient bien définies et donc il n'y avait pas de source de conflit sur ça. Chacun savait ce qu'il devait faire. Avant, c'était le mari à l'extérieur, il travaillait et la femme était à la maison, s'occupait des enfants, etc. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes travaillent, aident leur mari financièrement aussi. Oui. Donc, elles attendent quelque part derrière qu'ils puissent aussi un petit peu participer aux tâches ménagères. Après, le fait de pouvoir répartir les tâches de plus ou moins de manière équilibrée, c'est quelque chose qui est important. Effectivement. C'est comme par exemple aussi savoir gérer son temps libre. Là aussi, la répartition du temps libre, c'est quelque chose qui est important. Alors, chacun doit avoir un petit peu sa vie à côté du couple, c'est bien, ça permet aussi l'équilibre, mais il ne doit pas non plus faire trop ressentir à l'autre qu'il est abandonné parce qu'il ne partage pas les mêmes centres d'intérêt. Et ça aussi, je reviens sur ce point-là, quand il y a des centres d'intérêt, des points de vue divergents, là aussi, ça peut créer une cassure. Oui, tout à fait, parce qu'au départ, comme on a vu dans la première phase, que moi j'appelle la phase d'idéalisation, on a tendance à vouloir plaire à l'autre et donc à essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'il aime, de ce qu'il veut faire, etc. Des points communs. Voilà, tout à fait. Mais au fur et à mesure, la réalité reprend le dessus et on essaye un petit peu d'imposer qui nous sommes réellement et parfois jusqu'à contredire l'autre. Et donc forcément, voilà, c'est le début des conflits qui arrivent. Et enfin, la jalousie qui mine le couple, ça aussi, le manque de confiance. Ça vous parle, Amel? Oui. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent, malheureusement, surtout dans les jeunes couples d'aujourd'hui. Et on va voir qu'il y a un facteur qui déclenche énormément ça. Et ce qui est aussi assez, on va dire, assez impressionnant, c'est que les couples revendiquent cette jalousie. Au contraire, ils disent oui, je suis jalouse, je suis jaloux ou jalouse, et ils le disent avec, on va dire, tranquillement, en pensant que c'est une qualité. Tout à fait. Il y en a certains même qui la recherchent chez l'autre. Ils estiment que quelqu'un qui n'est pas jaloux, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments pour eux, d'intérêt pour eux. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui détruit le couple. Le manque de confiance et la jalousie peuvent vraiment détruire un couple et créer énormément de conflits. Voilà, donc beaucoup de conflits, beaucoup de sources de conflits. Oui. On reviendra, il y en a aussi encore un qui vous tient à cœur. Oui, celui-là aussi, je pense qu'il est très, très important. Ouais. Wahida, donc comment faire pour trouver quelques moments de complicité ou de partage? Très bien. Après le jingle, je vais vous parler. Après le jingle, oui, cher. On dit que les sorties en couple sont les vitamines du mariage. Vrai ou faux, mesdames? Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ma rubrique, je vais vous proposer des activités qu'on peut faire en couple. Donc, messieurs, dames, pensez à prendre un peu de temps et à sortir, à planifier une sortie avec votre moitié.
Voilà, on appelle les choses telles qu'elles sont. Laissez vos enfants, on peut les garder. Donc, on a et on toujours est la belle maman. Voilà, Allez. la belle maman qui peut garder les enfants. Donc, laissez-les un moment et planifiez une sortie. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Déjà, en dehors des sorties classiques, le resto qu'on peut faire, cinéma, pique-nique aussi, ça, c'est des sorties qu'on peut souvent les faire sur un coup de tête, on ne planifie pas. En ce moment, on peut faire des bivouacs, que ce soit en couple ou en famille. Donc, vous allez trouver plusieurs agences qui organisent des sorties dans des endroits magnifiques, extraordinaires à travers le territoire national. Donc, trouvez pas d'excuses. Même si vous n'avez pas d'équipement, avec l'agence que vous comptez partir, ils peuvent vous louer l'équipement qu'il faut. Donc, il n'y a pas d'excuses. Ça, c'est bien, effectivement. Donc, l'attente et tout ce qui s'ensuit. Et on peut le faire avec les enfants aussi. Si vous ne trouvez pas qui va vous garder vos enfants, vous les prenez avec vous. On a déjà dit qu'on les laisse. Oui. Donc, il y a aussi les sorties en quad. Donc, c'est un circuit qui dure 1h30. Ça nous permet non seulement de tester la confiance de notre partenaire, de passer un bon moment ensemble, mais aussi de créer des souvenirs qu'on peut raconter plus tard. J'avais raconté tout à l'heure une petite anecdote à Amel concernant le quad. Et on avait parlé un peu de la confiance. Oui. Ça crée une certaine confiance entre le couple. Surtout si les places du conducteur sont échangées. Voilà, donc pensez à échanger la place du conducteur. Je te conduis, tu me conduis. Voilà. Faites l'aller, monsieur faites l'aller ou madame faites commencer par l'aller et l'autre conjoint fait le retour. Réservez, sinon on peut faire de l'art-thérapie. Oui. On entend beaucoup et souvent parler de l'art-thérapie. Il y a de plus en plus de propositions, on trouve sur tous les réseaux sociaux, et même des panneaux publicitaires qui nous proposent des activités à faire en couple. Donc, c'est l'occasion pour nous d'exprimer nos mots, parce que souvent, on a du mal à communiquer entre le couple. On a toujours des mal-être qui se créent et on n'ose pas les exprimer ou on ne peut pas trouver les mots. On n'est pas tous capables d'exprimer nos mots. Ce qu'il faut faire, c'est aller vers de l'art pour pouvoir s'exprimer. On peut faire du modelage, des dessins, du coloriage aussi. On peut même faire du crochet en couple. Voilà. Pourquoi pas, ça je découvre. Il faut essayer. Sinon, on peut aussi faire de l'activité physique ensemble, le sport. Donc, voir son partenaire se donner à fond et s'amuser ensemble dans le cadre d'une activité sportive renforce le sentiment d'intimité et de complicité. Et même parfois, quand notre partenaire y tombe, on va en rire de ça. Et même parfois, monsieur, il essaie de faire le plus fort pour nous montrer qu'il est plus fort que nous. Donc, c'est amusant aussi. Sinon, on peut faire de la randonnée. Vous avez vu qu'en ce moment, on trouve plusieurs propositions de randonnée. Non seulement qu'on peut marcher des kilomètres ensemble, on va se raconter notre vie, on va discuter, planifier et pourquoi pas se créer des souvenirs aussi. Et aussi, on va faire partie d'un groupe. Il va y avoir certainement d'autres couples avec qui on va pouvoir échanger, discuter ou pourquoi pas prévoir d'autres sorties ensemble. Parce que parfois, on a tendance à se dire « Non, oui, donc, mais si on est en groupe, c'est plus amusant pour certaines personnes. On peut cuisiner aussi ensemble, Wahida. Exactement. Je l'ai mis, prendre des cours de cuisine. Oui, prendre des cours de cuisine avec un chef. Pourquoi un chef? Parce qu'il va nous donner les bonnes astuces et il ne va pas nous ennuyer. Par exemple, si monsieur ou madame n'ont pas vraiment l'habitude de cuisiner, rapidement, ils vont s'ennuyer. Mais si on a un professionnel devant nous qui va nous donner des astuces, qui va nous dire si vous devez faire ceci, c'est mieux que cela. Donc, le couple va être capté, on va vouloir réessayer la recette chez soi. Donc, essayez de faire toutes ces sorties. Un conseil, vous me corrigez, mesdames, n'attendez pas que monsieur ou madame se charge toujours des plannings, des sorties. Vous-même, vous pouvez l'organiser. Prenez du temps, mettez-vous ensemble, essayez de trouver une solution qui vous arrange les deux. Enfin, une sortie, pas une solution. C'est comme quand on se prend du temps pour soi, qui c'est quelque chose qui est quand même important, c'est aussi important de prendre du temps et de consacrer du temps pour son couple, à faire des activités comme ça qui vont effectivement créer un lien encore plus fort, des moments de souvenir, de partage, etc. Exactement. Un couple, c'est comme une bicyclette. Il faut deux roues. Il faut continuer à pédaler. Ça n'avance pas. Et donc, vous êtes d'accord qu'on a besoin de temps seul sans les enfants? Donc, on peut les laisser chez les grands-parents, histoire de prendre du temps ensemble. Donc, ne trouvez pas d'excuses. Il faut l'arracher, ce temps-là. Il faut vraiment l'arracher. Sortir du rôle de parent. Oui.
Sortir du quotidien, revenir au couple. Oui. Revenir au couple, voilà. On sait très bien que le quotidien quand même finit un petit peu par influer même négativement sur le couple. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le manque de communication, parce qu'on sait très bien que si on sort ensemble, on est en tête à tête, il y aura plus peut-être de communication, qui est vraiment le maillon le plus fort pour garder un couple uni. Oui. Amel. Oui, la communication, nous sommes des êtres parlants. Donc sans ça, c'est pas possible qu'il puisse arriver quoi que ce soit entre nous. Donc la communication peut être un pilier, c'est vrai, et peut-être aussi, comme Samia l'a dit, une source de conflit. Parce qu'on a tendance, lorsqu'on communique, à déjà écouter les émotions. Alors les émotions ne sont pas forcément, au moment où elles arrivent, notamment la colère, ne sont pas les amis de la communication. Donc on a besoin vraiment d'attendre que ça se calme un petit peu. Dans la communication, on a tendance aussi à utiliser le tu. Quand on parle au sein du couple, on dit que le tu tue, parce que ce tu est accusateur. Et donc on renvoie la faute toujours sur l'autre. Tout à fait, on n'utilise pas le je. Le je, c'est moi, ce que je ressens, etc. Donc ça aide aussi quand on utilise le je à la place du tu. Dans la communication, on n'est pas forcément égaux aussi, homme-femme. L'homme a tendance à être un peu réservé, à ne pas trop exprimer, c'est comme ça. C'est le masculin. C'est dans la nature humaine. C'est comme ça, c'est le masculin. La femme, c'est tout l'inverse, elle s'exprime. Et là, dans la communication, peut-être qu'au sein du couple, parfois les femmes insistent pour que l'homme parle. Et lui, non, on ne veut pas. C'est pas ce qu'il ne veut pas partager, c'est parce que c'est comme ça, c'est sa nature. Donc ça peut poser un problème dans la communication. Après, par rapport à la communication, c'est aussi le sujet de la communication. Si on va s'attaquer à la personne du partenaire, au passé, et comme on dit dans notre langage, le hashi ou rashi, c'est-à-dire il se passe quelque chose, mais nous on va parler de tu m'as fait il y a 2 ans, 10 ans, 40 ans, il y a plus que ça des fois. Oui. Voilà, on ne reste pas sur le sujet. Le sujet qui est peut-être, comme vous l'avez cité, Samia, qui est le sujet du conflit. On revient sur le sujet, mais nous on va généraliser. Donc la communication du coup n'est plus une communication, ça devient, si vous voulez, une accusation en fait des deux côtés. Ça devient très compliqué de se retrouver dans ça. Et une chose, Mariam, sur laquelle j'insiste, une chose qui peut vraiment aider, c'est toujours se rappeler que celui qui est en face de nous, dans celui qui est en face de nous, il y a un enfant. On n'est pas 2 adultes. Pas imaginer qu'on est 2 adultes, on est 4. C'est assez compliqué à mettre et 2 enfants à l'intérieur. C'est comme ça. C'est comme ça. Heureusement qu'on le sait maintenant. En étudiant la psyché humaine, on le sait. Il y a un enfant à l'intérieur de nous. Et on dit que l'enfant est le parent de l'homme. C'est-à-dire que c'est cet enfant à l'intérieur de nous qui nous guide. On ne se fait pas d'illusions. Je ne suis pas en train de parler à mon partenaire. Je me rappelle juste qu'il a son histoire de vie. Il a ses blessures, il a ses besoins, ses manquements et surtout, c'est un petit dedans à l'intérieur. Là, ça nous permet si vous voulez, un petit peu d'apaiser, de calmer la communication. Je ne vais pas m'emballer par rapport à des choses qui ne sont peut-être que la vaisselle ou... des courses mal faites ou quelque chose comme ça. C'est vrai que des fois, on se prend la tête pour des broutilles. Même si l'inconscient a choisi au départ, mais l'inconscient choisit bien. On peut rester ensemble. Là, parce que si on vit entre 6 mois et 2 ans, on peut rester ensemble après. Vous voyez, pour garder le couple ensemble. Mais en fait, il faut trouver les outils pour le faire. Quand on est, par exemple, devant un conflit qu'on n'arrive pas à régler. C'est pas aussi compliqué que ça, Mariam. On n'est pas obligé de communiquer. Là, je vous ai partagé quelques astuces. Le tu, ne pas utiliser le tu, prendre du recul lorsqu'il y a un conflit, attendre que les émotions se calment, revenir au sujet, pas tourner en rond. C'est des petites astuces. Pas besoin d'aller consulter forcément quelqu'un. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, si vous permettez, c'est que ces derniers temps, on voit de plus en plus sur les groupes, sur les réseaux sociaux, les personnes vont raconter leurs conflits et elles sont conseillées par des personnes qu'on ne connaît pas. En fait, c'est pas Justement, c'est un problème crucial qu'on a gardé pour tout de suite. Je rappelle juste le numéro de téléphone. Si vous avez des questions à nous poser ou des histoires ou des anecdotes, donc vous pouvez nous communiquer avec nous au 021 23 98 91 021 23 98 91. Donc le téléphone est à votre disposition. On vous attend. Amel, donc comme le disait si bien Wahida, les réseaux sociaux est devenu un véritable fléau. Samia. Tout à fait. Alors oui, aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux sur le couple, on le voit.
ça a des effets négatifs. Tout simplement parce que, bon, alors l'image romantique d'un couple, ça a toujours existé. On a toujours vu ça dans des films, ou des séries, des films, auparavant, etc., c'était dans des livres, quand on lisait des livres à l'époque. Également aussi. Oui. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que aujourd'hui, ce sont de vraies personnes qui montrent une vie qui est réelle. Mais ceci dit, les personnes qui vont voir ce qu'on voit sur les réseaux sociaux vont voir que ce que veulent partager les autres, c'est-à-dire l'idéal du couple. Et ça, c'est en contradiction avec la réalité. Ce n'est pas vrai. Et malheureusement, ça peut créer inconsciemment une forme de comparaison malsaine. Une forme d'attente irréaliste, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'atteindre ou de faire comme ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, comme font les couples. Comme elle, voilà. Exactement. Vivre comme la personne. Voilà. Ça peut aussi, alors les réseaux sociaux aussi peuvent rendre la vie du couple inintéressante. C'est-à-dire que voilà, à force de se comparer, finalement, on voit que notre vie n'est pas intéressante comparée à ce que font ces couples-là, les voyages, les réceptions, etc. Tout ça, tout ce qui est beau. Mais malheureusement, on ne voit que ça. Voilà, on ne voit que ça, et ça, c'est pas la réalité des choses. Après, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu, et les recherches le prouvent, un élément qui déclenche de plus en plus la jalousie. C'est quelque chose aujourd'hui que l'on voit parce que par exemple si son partenaire va commenter une publication ou va mettre un like quelque part, l'autre aura tendance à avoir ces émotions de jalousie qui ressortent parce que voilà, après se faire aussi des scénarios dans la tête, s'imaginer des choses et aller vers les disputes et les conflits à propos de ces sujets-là. Après il y a aussi un point qui est important, c'est l'image que nous renvoient aujourd'hui les réseaux sociaux du parfait, les images... tout est beau, voilà, tout est brillant. Avec les filtres, les personnes filtrées, etc. Ça peut créer une mauvaise image de soi, c'est-à-dire une image corporelle qui peut ne plus nous correspondre parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on voit. Ça peut créer même de la dysmorphophobie dans certains cas, c'est-à-dire la personne ne s'aime plus. N'aime plus son image. Et ça, même si c'est plus individuel que relationnel, ça a quand même des répercussions sur le couple. Très bien. Alors, on a une question d'une téléspectatrice qui vient de nous appeler et qui vous demande comment gérer sa jalousie, puisqu'en fait, elle est la deuxième épouse et elle est jalouse de la première. Comment est-ce qu'elle peut gérer sa jalousie? Après, ça dépend en fait si déjà elle a accepté ou pas que son mari se remarie. Déjà, ça c'est... Non, ça c'est la deuxième épouse qui est jalouse de la première. Ah, la deuxième épouse qui est jalouse de la première. Voilà, c'est assez compliqué ça. Oui, tout à fait. C'est des situations qui ne sont pas évidentes, mais après, quand on accepte d'être une deuxième épouse, je pense qu'on prend aussi en considération que cette personne-là est là, elle existe. Alors, soit on continue à vivre dans ces émotions négatives, cette jalousie ou autre, soit on avance, on fait abstraction de l'autre et on se concentre sur sa vie, on se consacre à son couple uniquement. C'est pas si évident que ça. C'est pas évident, tout à fait. Très bien. Donc, dans votre cabinet au quotidien, j'imagine que vous avez énormément de couples. Il y a de plus en plus de couples qui viennent faire de la thérapie? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, de plus en plus de couples viennent consulter. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Ce qui n'existait pas trop il y a quelques années en arrière, parce que, comme on le disait tout à l'heure, oui, les couples faisaient appel à la belle famille ou famille pour essayer de régler leurs problèmes. Aujourd'hui, non. Le couple préfère essayer de régler ses problèmes seul, ou quand il n'y arrive pas, effectivement, il y a l'option de la thérapie de couple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la thérapie de couple, c'est pas une solution miracle, le thérapeute n'est pas non plus juge. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a des couples qui viennent pensant que le thérapeute va dire qui a tort ou qui a raison. Ce n'est pas son rôle. Il est conseiller conjugal. Voilà, oui. Tout à fait aussi. Donc, le thérapeute, il est là pour essayer d'identifier les réels problèmes du couple grâce à certains jeux qu'on fait lors de consultations, comme par exemple le panier à problèmes, où chacun va écrire ses problèmes sur un bout de papier, les mettre, etc. Déjà là, on voit que parfois, il y a une divergence carrément, même concernant les conflits eux-mêmes. Donc, ils ne sont même pas
généralement, on est d'accord sur la source des problèmes. Exactement. Donc déjà là, le thérapeute va les identifier et va essayer d'apporter des solutions à ça. Donc déjà, renouer la communication. Si le problème, en général, il y a toujours un problème de communication, en mettant en place, par exemple, la communication non violente, c'est-à-dire que les personnes doivent d'abord analyser, observer la situation sans mettre en place leurs propres opinions ou leurs propres interprétations, exprimer aussi leurs émotions. C'est important de les exprimer, les émotions. C'est aussi important d'exprimer ses besoins, que ce soit des besoins vitaux, des besoins de sécurité, des besoins d'épanouissement. Il est important de les exprimer, parce que quand on les exprime, il y a une forme de compréhension mutuelle. Et enfin aussi, dans la communication non violente, c'est de pouvoir aussi formuler une demande de manière claire, précise, respectueuse, d'utiliser un langage positif quand on s'exprime. Effectivement, ne pas utiliser que le pronom tu, mais plutôt parler de soi. Est-ce que tu serais d'accord que, au lieu de dire je voudrais que tu fasses ça, etc. C'est complètement différent. Voilà. Après, dans la thérapie de couple, on apporte aussi d'autres solutions avec des techniques et des méthodes de gestion, par exemple des émotions avec le système Akara, la gestion aussi de la colère avec le système EDAD, différents outils qu'on peut apporter. Et puis, après, si on voit qu'il y a des difficultés qui sont propres à chacun et qui se répercutent sur le couple, à ce moment-là, on propose de faire des séances individuelles avec la personne pour essayer de régler ses propres individuelles, blessures. C'est-à-dire prendre un des conjoints séparément et faire quelques séances pour essayer de traiter ses blessures ou ses traumas ou autres. Amel Lahraoui, vous, à votre niveau, vous avez, on va dire, des couples avec des sources de problèmes, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire, auxquels on ne penserait pas vraiment? Qui sortent de l'ordinaire, non, je ne dirais pas ça. Hein. D'accord. C'est toujours les mêmes, hein, sans le veuille, non. C'est toujours les mêmes. Donc, par contre, moi, dans mon approche, en utilisant de l'hypnothérapie, ça va être une action qui cible les blessures. Ça va être d'emblée par rapport aux blessures. C'est-à-dire chacun de son côté va... Donc, séparément? Oui, à un moment, bien sûr, à un moment. Il y a la première séance où les deux viennent en même temps. Mais après, chacun, si vous voulez, va faire, dans le cas de la thérapie de couple, hein, c'est-à-dire si les deux veulent vraiment qu'il y ait accompagnement, chacun va travailler avec lui-même, en fait. Va travailler les choses dont on a parlé tout à l'heure, les blessures de l'enfance, l'image peut-être du couple parental, en fait, tout ce qui a fait qu'à un moment, entre les deux, ça ne passait plus. Donc, il y aura une approche avec l'hypnose vers les blessures ou plein de choses. Ça peut être le féminin, le masculin, l'enfant intérieur blessé, etc. Mais c'est la même chose, hein, c'est les mêmes problématiques. Il n'y a pas des problématiques qui vont vers le psychothérapeute, l'hypnothérapeute, non. C'est des êtres humains et nous avons un peu la même ossature émotionnelle. Est-ce que l'âge du couple a une importance? Est-ce qu'on va dire qu'un couple un peu plus âgé a moins de conflits et de problèmes qu'un couple beaucoup plus jeune? Si dans la période, si vous voulez, de la fameuse deuxième période du couple, le couple conflictuel, le couple a trouvé, avec le temps peut-être qu'il a trouvé un moyen si vous voulez, d'apaiser les conflits, de communiquer et de faire autrement. Mais après, si vous parlez d'âge de rencontre ou... Non, on va dire de l'âge du couple, 20 ans de mariage, 15 ans de mariage. Est-ce qu'on va dire passer le cap des 20 ans, on va dire que ça marche mieux et que c'est un peu plus tranquille? Ça peut et ça peut ne pas. Hein. C'est pas une question de... Donc c'est pas une science exacte. Il n'y a pas vraiment de science exacte. C'est pas une question d'âge. C'est une question de couple. D'expérience. Quand je parle d'âge, ça veut dire des années vécues qu'on a vécues ensemble. Des couples qui sont ensemble depuis 20 ans et qui finissent par se séparer, où ça ne s'entend pas, et ils vivent tous les deux ensemble, sous le même toit, mais ce n'est plus un couple. Comment on peut trouver un couple qui a 4 ans et qui s'entendent, qui ont en fait réussi à dépasser ce genre de choses. Hein. Donc c'est pas une question d'âge du couple, mais c'est une question des deux personnes, des deux individus et leur conception du couple et les efforts que je fais pour le couple. Bien entendu. Samia Soufi, tout à l'heure on parlait quelles sont les raisons pour lesquelles on se marie. Ça aussi c'est vraiment une source, on va dire que c'est le départ, c'est un mauvais départ qu'on prend. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne se marie pas pour les bonnes raisons. Malheureusement.
Aujourd'hui, on ne se marie pas parce qu'on partage les mêmes sentiments ou les mêmes valeurs ou les mêmes principes ou la même éducation. Non, on se marie parce qu'on subit aussi une pression sociale, une pression familiale. De plus en plus de jeunes sont confrontés à des remarques au quotidien parfois, qu'ils vivent très mal d'ailleurs, de réflexion, ah mais tu as 28 ans, tu t'es pas mariée, etc. Oui. Ah mais j'espère que ça fait partie du quotidien. Voilà, oui, la famille est là pour raviver les blessures. Tout à fait, la famille, l'entourage, etc. La société, malheureusement, ça crée des frustrations et ça pousse même les personnes à se marier juste pour se marier. Alors qu'on ne se marie pas pour porter un titre, on se marie pour construire une vie à deux. Avoir un rang social aussi. Tout à fait. Oui. Ben oui. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu problématique et les chiffres sont là. Rien qu'en 2021, en Algérie, il y a eu plus de 100 000 divorces. C'est un chiffre qui est effroyable. Et ce sont parfois des divorces des mariages plutôt de juste quelques mois. Et ça finit en divorce parce que tout simplement on se rend compte. Et c'est pas normal que finalement, quelques mois de vie, on prend comme ça la décision d'arrêter tout. Oui, parce qu'on se rend compte très rapidement que finalement c'est une personne qui ne nous correspond pas du tout. On ne partage rien avec cette personne. Il y a un trop gros fossé entre ces deux personnes-là, que ce soit en termes de vision, d'objectifs de vie, et voilà, ça finit par un divorce, malheureusement. Et donc, comment faire quand on choisit son partenaire? Donc, tout à l'heure, on a vu, il y avait le côté psychique, donc c'est pas, on va dire, on n'est pas vraiment inconscient. Exactement, c'est inconscient. Donc, comment faire la part des choses entre l'inconscient et le conscient? Comment essayer de faire la part des choses? Alors déjà, oui, une des solutions qu'on peut apporter pour éviter les conflits dans le couple, pour éviter d'aller vers des séparations ou le divorce, c'est effectivement d'essayer de choisir des personnes qui nous correspondent, qui ont la même vision des choses que nous. C'est aussi de savoir communiquer, comme je le disais tout à l'heure, de mettre en place la communication non violente, la communication positive, bienveillante, en exprimant ses besoins, ses sentiments. C'est important aussi, quand il y a des conflits, de ne pas les laisser s'installer, que ce soit par exemple avec la belle-famille. Quand il y a des conflits avec la belle-famille, si le conflit est trop important, qu'il est ancien ou que c'est par rapport à une incompatibilité, à ce moment-là, la solution la plus sage, c'est d'essayer d'avoir des rapports cordiaux avec la belle-famille, c'est tout, c'est-à-dire juste se voir pour les occasions particulières. Ça reste quand même important, hein. On a vu pour les sorties, on fait souvent appel à la belle-famille pour nous garder les enfants et tout, ce lien est important, mais quand il y a des conflits, il faut essayer de le régler. Pareil pour la répartition des tâches, c'est important de pouvoir laisser décharger un petit peu l'autre, étant donné qu'aujourd'hui, voilà, la vie fait que chacun travaille et il y a les enfants, il faut s'en occuper également. Pareil pour l'éducation des enfants, c'est de pouvoir aussi comprendre que l'autre a une éducation différente de la nôtre et donc essayer de trouver une façon d'élever ses enfants qui pourrait un petit peu concilier les deux et surtout ne pas se disputer sur ce sujet-là devant les enfants. Et puis aussi donner de la reconnaissance à son partenaire, c'est quelque chose qui est important, le valoriser les choses qu'il fait, c'est-à-dire le remercier, que ce soit de vive voix ou que ce soit par une petite attention, mais c'est important parce que l'autre va sentir que voilà, ce qu'il fait dans le couple, eh ben, c'est valorisé, c'est bien, la personne en face s'en rend compte, prend conscience des efforts que fait l'autre et ça crée une harmonie dans le couple. Les moments de partage, voilà, créer des moments de partage, trouver des solutions. Offrir des cadeaux sans les occasions. S'offrir des cadeaux aussi sans... voilà, tout ça, c'est des plaisir. petites attentions qui font plaisir et qui permettent d'avoir un couple harmonieux, heureux. Moi, j'ai une petite question. En fait, quand on voit un couple où il y a une différence d'âge entre le mari et la femme, est-ce que ça joue un rôle dans les conflits ou pas? Ça peut jouer un rôle, mais encore une fois, ça dépend des points de vue que partage le couple. Si le couple, malgré l'âge, a la même vision des choses, a des objectifs de vie, a les mêmes valeurs, etc., l'âge peut ne pas être un facteur de conflit. Après, si effectivement l'âge, c'est-à-dire une personne qui est un peu plus mûre, a d'autres ambitions, d'autres façons de voir les choses, on trouve parfois des personnes qui sont un peu plus ponteuses
pantouflardes, qui n'ont pas spécialement envie de sortir, et l'autre aussi. Là, oui, là, je deviens problématique un petit peu dans le couple. Alors, Amel, quant à vous, je voulais vous demander, est-ce que faire des enfants, par exemple, on est un couple et ça fait quelques années qu'on est mariés, est-ce que si, par exemple, le conflit est là, est-ce que faire des enfants pourrait rapprocher les deux partenaires? Ou au contraire, non? C'est ce qu'on entend. Dans notre société, c'est ce qu'on dit. On dit dans toutes les sociétés, oui, faites des enfants et ça ira mieux. En fait, c'est universel, c'est humain. C'est ce qu'on entend. Faites des enfants, ça va vous rapprocher. Faites déjà faire. Oui. De toute façon, avoir un enfant, c'est le cadeau le plus, la chose la plus importante qu'un couple peut faire. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire réellement à deux. À deux, il y a moi, il y a toi, et c'est la seule chose qu'on fait à deux. Donc, c'est pas forcément ça qui va régler ce qu'il y a comme problématique et comme conflit. Le couple, c'est pas en devenant parent qui sera mieux couple ou plus couple. Hein. Ce qu'il y a à faire dans le cadre du couple, Samia a énuméré les sources de conflit, c'est le couple, c'est pas l'enfant, ça n'a rien à voir. Il se peut que lorsqu'on ait un enfant, ça rajoute. Parce qu'il se peut que, par exemple, de son côté, la maman devient que maman, n'est plus épouse. Voilà, n'est plus épouse. Il se peut que pour le papa c'est pareil et que ça rajoute encore plus si les conflits n'ont pas été, si vous voulez, réglés, si on n'a pas décidé de s'asseoir et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça consolide, oui, comme ça peut ne pas consolider. Ça dépend comment on le prend, comment on le vit. Après, si c'est, si vous voulez, la course aux enfants, en faire balaknzid ou kinzid ou balaknzid, ce qui est délicat dans tout ça, c'est les enfants. Voilà, parce que si ça ne va pas au sein du couple, on a beau avoir un enfant, 10 enfants, c'est ceux qui vont en pâtir, c'est les enfants. Effectivement, c'est ce que je dis. Donc, on ne demande pas à un petit être de régler les problèmes. Hein. Ce n'est pas un petit être qui va régler. Justement. Je pense même que pour pouvoir décider de faire un enfant à deux, je pense qu'il faudrait que déjà le couple soit, qu'il y ait de l'entente dans le couple. Parce que quand déjà le couple démarre sa vie avec des conflits, avec des disputes, c'est pas l'arrivée d'un enfant, c'est pas ça qui va réellement changer les choses. Parfois même, au contraire, va les accentuer. Donc il faut être bien conscient de son couple, de la confiance qu'on a envers l'autre pour pouvoir entamer ce projet de vie qui est donner la vie. Oui, effectivement. Et ce qui est pire, c'est les conséquences sur les enfants, psychologiques ou autres. Donc c'est pas un jeu de nous donner vie. Justement, c'est quand même quelque chose qu'on doit réfléchir, qu'on doit programmer, on doit être aussi d'accord. Le couple doit être d'accord sur le nombre d'enfants, parce que des fois ça aussi, ça peut être source de conflit. De préférence, Myriam, avant de se marier, de décider d'être ensemble, d'évoquer tous les sujets de la vie, que ça soit le nombre d'enfants, mais sa conception. C'est des choses qu'on ne fait pas systématiquement, et là, on a l'impression que c'est évident comme ça en parler. L'autre voit la famille, enfin tous les plans, tout ce qui fait la roue de la vie. Hein. Comment est la vision de l'autre par rapport à la société, par rapport à la spiritualité, les enfants, le travail, l'argent, l'éducation. On a besoin de voir un peu tous ces aspects avec l'autre. Et c'est là qu'on décide. Tout à fait. Même si c'est l'inconscient qui décide, mais si on a déjà ces informations, même si notre inconscient nous guide vers ça, mais on a un minimum d'informations par rapport à l'autre qui est en face. Je ne me contente pas d'un physique, je ne me contente pas de mots doux, je ne me contente pas de cadeaux, ni du statut, comme vous l'avez dit, Samia, ni de faire plaisir à la famille ou à la société, parce qu'il en va de ma vie, et surtout il en va de la vie d'êtres humains nouveaux qui vont venir sur Terre. Donc ça ne sert à rien d'avoir des enfants, des êtres humains nouveaux sur Terre, alors que moi je viens avec un bagage très lourd que je vais transmettre. Et le pire, Myriam, c'est que ça va se transmettre de génération en génération, que ce soit le schéma de couple ou les blessures ou les traumas. Et effectivement, donc ces enfants, s'ils vivent dans un climat toxique, il ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit des adultes plus tard équilibrés ou bien dans leur peau. On reproduit inconsciemment le schéma qu'on a eu, l'éducation qu'on a eue également, donc oui. Très bien. Donc, Amel, on va continuer. Donc, le couple, c'est pas que les conflits. Heureusement, il arrive un moment où d'accord. Juste, si vous voulez, on a un appel téléphonique. Sherifa est avec nous. Sherifa, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Donc, Sherifa, allez-y. Vous avez quelque chose à nous raconter ou une question? Oui, vous êtes en train de parler de la vie du couple. Oui. Eh ben, c'est un très bon sujet, mais bon, en Algérie, c'est pas... C'est partout, hein, le couple doit disparaître maintenant. Hein. Le couple... Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il ne faut plus qu'il y ait de mariage, madame.
Ah d'accord, donc vous avez une solution radicale. Oui, alors bon, c'est peut-être votre point de vue. Je ne crois pas que c'est une solution que l'on pourrait avoir. Non, c'est une solution de facilité. L'amour existe, Samia. Heureusement, encore heureux, il y a des couples heureux. C'est la vie de couple, c'est bien la vie. Là, on a parlé un peu de ce qui peut empêcher que ça se passe bien. Là. Pour rejoindre Chérifa. Il n'y a pas de vie de couple sans conflit. Ça n'existe pas. Ça serait pathologique, ça serait anormal. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est différents. Voilà, donc, mais là, on a parlé un petit peu de l'approche lorsque ça se présente. Mais l'amour existe, c'est bien la vie de couple, les enfants, c'est bien, la famille, c'est bien aussi. Voilà, pour revenir à ce que disait Chérifa, ce qui est assez compliqué, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de se marier, c'est pas qu'ils ne sont pas faits, mais en fait, avec eux-mêmes, ils décident, ils se disent, non, je ne suis pas fait pour le mariage, donc il vaut mieux qu'ils ne se marient pas. Et voilà aussi le poids de la société, c'est pourquoi tu ne te maries pas, pourquoi. Alors que normalement, c'est un choix personnel, à mon avis. C'est un choix personnel. Et qu'il faut respecter, c'est tout à fait normal. Il y a certains qui le sont faits pour et d'autres non. Nous ne sommes pas tous faits pour être parents, ni être en couple, ni être thérapeute, ni être médecin, ni être cuisinier. Il y a de tout, c'est la diversité de l'être humain. Effectivement, voilà. Donc c'est ça qu'il faut admettre et respecter. Oui, il y a des personnes qui font ce choix et elles sont bien dans ce choix. L'essentiel, c'est d'être bien dans ce choix. Voilà, et la société, tout de suite, on a toujours des mots blessants en disant vieux garçon, vieille fille, et ça, franchement, c'est une incompréhension de notre part. Tout à fait. Et alors que le fait d'être avec quelqu'un, il y a des personnes qui ont besoin de partager, qui ne supportent pas la solitude, qui ont ce besoin d'être avec quelqu'un, de se sentir en sécurité, d'avoir une personne avec qui on peut faire des sorties, partager plein de choses, partager des moments. Et il y en a d'autres, effectivement, qui ne ressentent pas ce besoin-là. Et à ce moment-là, comme vous venez de le dire, c'est un choix personnel. Emel ? Oui. Après, je reviens sur un point, Samia sera d'accord avec moi, c'est universel. Oui, il n'y a pas que l'Algérie ni la société algérienne. Bien entendu. Ça, c'est universel, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc après, respectons les choix de chacun. Et puis revenons au couple. Le couple, vous savez, c'est une question de prise de conscience. C'est juste une question de prise de conscience, Mariam. Si on décide, on voit qu'il y a des conflits, on décide de tout faire pour que ce couple fonctionne, c'est très possible. Ça peut être des petites astuces qu'on peut trouver, ça peut être le conseil d'un professionnel. La seule chose sur laquelle j'attire l'attention, c'est l'intervention des familles. Des familles, donc. Oui. Parce que c'est très difficile d'intervenir parce qu'on met le doigt entre l'écorce et l'arbre. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de couple. Samia, vous avez vu que lorsqu'on les a tous les deux en séance, c'est incroyable, c'est que chacun a sa vision. Ah oui, c'est très compliqué. Donc si on écoute l'un et on prend la défense de l'un ou de l'autre, on est complètement à côté de la plaque. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Alors moi, je vais vous raconter une belle histoire que j'ai vécue personnellement. Donc c'est un membre de ma famille, un couple qui avait à peu près peut-être 70 ans de vie commune. Donc je les avais rencontrés, ils étaient tout vieux tous les deux. Donc l'épouse était beaucoup, on va dire qu'elle était en meilleure santé que son époux. Et à un moment, qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, que je les ai salués et tout. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'aimerais bien qu'ils partent avant moi. Donc, je ne vous cache pas que j'avais été surprise. Je me dis, mais pourquoi? Elle a pensé, en fait, elle m'a dit, parce que je ne sais pas, si c'est moi qui pars la première, je ne sais pas, est-ce que la personne s'occupera bien de lui. Donc, je préfère, moi, m'occuper de lui jusqu'à la fin. Donc, elle avait pensé à son bonheur plus tard. Voilà, ça m'avait vraiment touchée. J'avais trouvé ça magnifique. Donc, des couples qui s'aiment jusqu'à la fin, ça existe. Oui, il y a des couples qui même décèdent très peu de temps après le décès du conjoint, par chagrin, effectivement. Donc, oui, il y a des couples qui s'aiment jusqu'à très tard. Donc, le couple divin, on y arrive, Emel? Alors, le couple divin, je dirais plutôt qu'on peut arriver au couple créatif. Le couple créatif. Divin, c'est très, très difficile, Mariam. Je crois que c'est de l'ordre un petit peu de l'archétype, parce que le couple divin, c'est deux personnes qui ont complètement soigné toutes leurs blessures, qui n'ont aucune difficulté à communiquer, qui comprennent leurs émotions, en fait, deux êtres presque parfaits, qui font un bout de chemin ensemble, en fait. Il n'y a plus ma moitié. Il n'y a plus tu es ma moitié, je suis ta moitié, c'est 1 et 1 plus 1. Ce n'est pas du tout moitié-moitié. Donc on le met dans les stades d'évolution du couple. Il se peut qu'il y ait des couples qui sont arrivés à cela, peut-être dans la mythologie ou certainement parmi les humains, mais c'est vraiment l'ultime stade. L'ultime stade où il y a l'entièreté de chacun. Et là,
on devrait être vraiment dans le sens très créateur par rapport aux autres, par rapport au projet de vie, au sens de la vie, à la communication avec les autres. C'est une certaine sagesse avec les autres. qu'atteint le couple, qu'atteint les personnes. Une sorte de sagesse qui va après au-delà du couple, qui va vers les êtres humains, les autres, la société, de faire quelque chose pour les autres, etc. Voilà, donc Samia, on a fini, donc on est arrivé au couple divin. On est arrivé à la dernière phase, en fait. D'accord, très bien. Donc Samia, un petit conseil pour les téléspectateurs. On va essayer un petit peu de revenir sur les quelques conseils à avoir quand on décide déjà de se mettre en couple, de se marier. Qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas perdre de vue? Alors, ne pas perdre de vue surtout les besoins de l'autre, savoir écouter, savoir exprimer et comprendre les besoins de l'autre. Ça, c'est un point qui est très important. Donc, ça rentre dans le cadre de la communication, tout ça, une communication bienveillante. Savoir aussi s'octroyer des moments de partage, des moments d'intimité, c'est très important aussi pour le couple. Laisser un petit peu de côté les problèmes du quotidien, les problèmes du travail aussi. Quand on rentre à la maison, on est dans notre petit cocon, on laisse les problèmes à l'extérieur. Savoir aussi valoriser l'autre, ça aussi c'est un point qui est important, valoriser ce qu'il fait, le remercier par des petites attentions, l'exprimer aussi. C'est pas, on pense que c'est évident, mais non. Hein. Donc voilà, la personne est toujours un petit peu dans l'attente d'un petit mot gentil ou autre. Voilà, avoir aussi des objectifs de vie communs, ça aussi c'est important, et avoir une vision d'avenir, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est un petit peu la locomotive du couple. Le fait donc avoir des projets. Oui, le fait d'avoir des projets communs. Que ce soit quelque chose qui concerne la famille ou quelque chose qui concerne le travail ou autre, c'est bien aussi de pouvoir être là pour l'autre, tout simplement le soutenir, être à son écoute. Voilà, parce que dans un couple aussi, c'est pas que les belles choses, c'est aussi des périodes parfois un petit peu des épreuves, des périodes un peu difficiles. Et à ce moment-là, on a besoin que l'autre soit là pour nous aider à dépasser ces moments difficiles. Donc voilà, en résumé, c'est les quelques points les plus importants à essayer de mettre en place pour avoir une bonne entente, une bonne harmonie dans le couple. Super, merci en tout cas. J'espère que les téléspectateurs ont apprécié et surtout ont pris note de ces quelques conseils. Des fois, on dit que c'est des tout petits conseils, mais qui sont des fois très, très importants. Amel, un dernier mot ? Écoutez, merci pour le sujet. Oui, il y a des petits conseils. Il suffit juste parfois de changer sa façon de parler à l'autre. D'arrêter, par exemple, juste d'utiliser le tu, ça peut changer beaucoup. Ça, c'est clair. On va sortir avec. Il n'y a plus de tu, c'est clair. D'un déclic aussi pour que ça aille mieux au sein du couple. Très bien. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amel Lahraoui, merci d'être venue ce matin et d'avoir partagé avec nous donc, ce sujet passionnant. Samia Soufi, merci aussi à vous d'être venue. J'espère qu'on se rencontrera et qu'on parlera encore d'autres thématiques. Avec plaisir. Wahida, merci beaucoup pour tous les conseils. Je pense que moi, je vais prendre bivouac pour moi. Voilà, ça va être génial, tu vas voir. Merci. Donc voilà, on arrive au terme de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis, restez toujours sur Canal Algérie. Les programmes continuent. Voilà, merci et au revoir.